secoué par un énième coup d'État. En effet, depuis le 26 juillet 2023, des éléments de la garde présidentielle avec à leur tête le général Abderrahmane Tchani ont décidé de mettre un terme au mandat présidentiel du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Le Niger. Le Niger est réputé pour son pétrole, son uranium et son agriculture. Parlons de l'uranium. L'uranium au Niger est exploité depuis des décennies par la société Areva qui est devenue plus tard Orano. Et nous savons tous que l'uranium nigérien a contribué largement à la fabrication de la bombe atomique nucléaire de la France, ce qui fait de la France une puissance nucléaire. Nucléaire d'abord militaire, nucléaire médical, nucléaire énergétique. Et donc aujourd'hui, plusieurs personnes se mettent sur des plateaux de télévision occidentale pour, je cite, déclarer que l'uranium nigérien n'a aucune incidence sur l'approvisionnement énergétique français. C'est plus révoltant qu'aujourd'hui, ces mêmes Français nous disent que la France n'a pas besoin de l'uranium nigérien. Écoutons un peu ce qu'ils disent. Niger, c'est peut-être l'État le plus pauvre du monde, géographiquement totalement isolé. Sa seule ressource un peu conséquente, c'est l'uranium, et elle est beaucoup moins importante qu'on ne veut parfois le dire. Et même les moyens de Wagner ne semblent pas être, pour l'instant en tout cas, directement impliqués. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est qui va se jouer là? Et par exemple, plus important que ce qui s'est passé avec les coups d'État au Burkina Faso et au Mali. La raison, c'est le coup d'État de trop. Tous les États d'Afrique occidentale, des États considérables, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Nigeria, avec ses 220 millions d'habitants, voient tout ça d'un œil évidemment complètement torve. Ils ont les moyens a priori militaires, ces États que je viens de citer, avec les autres États de la CEDEAO, l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont les moyens a priori d'entrer à Niamey, qui se trouve à quelques heures de route du Nigeria ou du Bénin. Ce n'est pas en soi très, très compliqué. Si les Africains de l'Ouest arrivent effectivement à rétablir la légalité au Niger, à ce moment-là, on pourra dire que l'Afrique a, pour la première fois et de façon très importante, montré qu'elle était capable de s'occuper de ses problèmes de sécurité par ses propres moyens. Ça, c'est une des hypothèses, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit diplomatique, parce que les deux cartes peuvent être jouées. Et pour l'instant, elle est surtout diplomatique, mais la menace de l'intervention est brandie par ailleurs. Si la CEDEAO n'y arrive pas, personne ne va le faire pour eux. Sûrement pas les Français. Une opération néocoloniale française au Niger paraît totalement à proscrire, et je pense qu'elle est totalement exclue, maintenant qu'on a rapatrié nos ressortissants. Les Américains, qui ont également des moyens au Niger, abandonneront leurs moyens plutôt que de se lancer dans une aventure néocoloniale ou néo-impériale à leur façon. Et à ce moment-là, le signal il sera très clair. Le coup d'État devient la règle et non plus l'exception. Le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone, tous ces États qui sont des États côtiers de l'Afrique occidentale seront vulnérables. On aura le chaos, et le chaos, ce sera à la fois le déchaînement des flots migratoires et bien sûr, dans un autre genre, l'encouragement aux djihadistes qui sont déjà très présents dans la région du Sahel. Donc c'est un très très gros enjeu, y compris pour nous, et avec en ligne de résultat, le moins nous les Français on s'occupera de cette affaire au plan militaire, le mieux on se portera. Donc mon appel est qu'il faut prendre ça très au sérieux, mais ne surtout pas
céder à la tentation de régler l'affaire militairement par nos propres moyens. On pourrait le faire, hein. On a la capacité. Mais je pense que ce serait une grave erreur. Alors écoutez, le Niger est un petit pays producteur d'uranium dans le monde. Le leader mondial, c'est le Kazakhstan, qui produit environ 40% de l'uranium dans le monde. Le Niger, aujourd'hui, c'est 4%, donc c'est bien moins. Et le Niger perd du terrain. C'était il y a 8% il y a 10 ans. Et c'était d'ailleurs, on s'en souvient, quand la France était intervenue au Mali, notamment pour défendre ces mines d'uranium dans le pays voisin qu'est le Niger, puisque le Niger pesait beaucoup il y a 10 ans dans l'industrie nucléaire française. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Toutefois, on estime que environ 10% de l'uranium qui est dans nos centrales nucléaires françaises vient du Niger. EDF ne commande pas, ou en tout cas ne confirme pas ces chiffres, mais plusieurs sources dans l'industrie nous expliquent que c'est environ 10%. Donc si, en tout cas, la situation se dégradait et si effectivement les exportations venaient à s'arrêter, il n'y aurait pas de grand risque, d'autant que l'uranium dans les centrales nucléaires est changé environ tous les 2 ans. Donc il y a un temps de latence très long. Et vraiment, pour que ce soit un handicap pour le parc nucléaire français, il faudrait que en tout cas, cette situation dure non pas quelques semaines, mais de nombreux mois ou quelques années. Et puis en plus, pour terminer, il y a environ 2 années de stock d'uranium en France. Donc pour le moment, pas d'inquiétude pour le parc nucléaire français d'EDF. Pas d'inquiétude pour le parc nucléaire français d'EDF. En revanche, Mathieu, Orano est installé là-bas, au Niger. Et pour l'ex-Areva, la situation, si elle ne venait pas à rentrer dans l'ordre, pourrait s'avérer un peu plus délicate. Oui, voilà, pour Orano, donc, qui est effectivement la société héritière de l'ancienne Areva, il y a un vrai sujet économique, puisque Orano a des mines au Niger, il en a 3, alors il y en a une seule qui est exploitée, une qui a été arrêtée, puis une qui est, on va dire, un petit peu en l'air ou qui tente d'être relancée, mais cette mine produit environ un peu moins d'un tiers de la production d'uranium d'Orano, donc c'est assez important. En gros, les 3 grands pays où Orano extrait de l'uranium, pour ensuite l'envoyer, alors notamment en France, mais aussi dans d'autres pays étrangers, c'est le Kazakhstan, le Canada et le Niger. Donc oui, là il y a un sujet. D'ailleurs, il y a une cellule de crise qui a été ouverte à la direction d'Orano pour suivre la situation de près. Pour le moment, encore une fois, il n'y a pas encore d'inquiétude. Ce sont de toute façon des gisements qui s'exploitent sur plusieurs décennies, où il y a des stocks et voilà. Mais il y a un œil très sérieux là-dessus, effectivement, pour Orano. Ouais. Le Niger produit 10% de l'électricité selon les chiffres de ce spécialiste de l'électricité en France. Mais c'est bizarre, car le Niger, producteur d'uranium, importe 70% de son électricité au Nigeria voisin. Le Niger est producteur d'uranium. Mais c'est dingue. Un peu plus sérieux quand même. Je souris quand j'entends ces derniers temps, depuis le coup d'État, dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être, c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en janvier 2013, il y a eu une menace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opérations spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger, en raison de leur caractère stratégique pour la France. C'était en janvier 2013. En mai 2013, 2 filiales de Orano, qui étaient à l'époque Areva, ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlit, dans la région d'Arlit. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agadez, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer. Donc, et ça, c'est parce que cet uranium-là a un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren qui va produire 5000 tonnes à terme, en tout cas les prévisions initiales, 5000 tonnes d'uranium par an, investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros. Tout ça, c'est parce qu'il y a des intérêts. C'est pas simplement parce qu'on veut faire la charité au Niger ou aux Nigériens. C'est parce qu'il y a des intérêts français là. Et c'est important. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État qu'on va dire que non, que tout ça ne représente rien du tout. Le Niger a une très grande part. Et je pense que souvent, les gens oublient vite l'histoire. Lorsque le Niger a accédé à l'indépendance et qu'on a commencé l'exploitation, la France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire que au moment où l'accord a été signé, le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandja arrive au pouvoir et crée la société du patrimoine du Niger, la Sopamine, l'uranium du Niger était revendu par Areva qui donnait au Niger sa part.
Et on était même arrivé à un niveau où, parce que le Niger n'avait pas l'expertise, c'est Areva qui disait aux Nigériens, on a sorti 3000 tonnes, ça peut être 5000. Mais le Niger n'avait pas les moyens de contrôle. Et c'est Areva qui prenait la part du Niger, qui revendait la part du Niger et qui donnait au Niger sa part une fois qu'elle s'est vendue. C'est le président Tandja qui a changé ça. J'ajoute, pour être précis, vous savez, en 2009, le président Sarkozy est allé spécialement au Niger parce que Areva tenait à obtenir le permis minier d'Imouraren. Là, l'Élysée a fait la proposition au président Tandja de venir. Tandja a dit non, si vous voulez mon uranium, c'est à vous de vous déplacer. Le Niger est le marché ne se déplace jamais chez le client vient au marché. Et le président Sarkozy a été obligé, dans sa tournée, de faire une escale spéciale parce que l'uranium du Niger a de la valeur. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État après, aujourd'hui, on minimise, on dit même si on ne donne pas l'uranium. Non. Et on est dans un contexte où la France a décidé de revenir au nucléaire avec ce qu'elle a vu. Elle va construire de nouvelles centrales, elle va construire. Et il était prévu, justement, dans l'accord qui a été signé en mai de cette année, en mai 2023, ici à Paris, avec entre Orano, qui a succédé à Areva, et les autorités du Niger, que on continue à exploiter, on met en œuvre la mine du Mouraren parce que il y a un besoin, la demande française a augmenté et qu'il faut que l'offre nigérienne aussi augmente. Tout ça prouve que il y a des enjeux importants de la présence française au Niger et que le Niger représente quand même un partenaire stratégique en matière d'uranium, en matière de fourniture de la France en uranium. Après le coup d'État, le monde entier a condamné l'acte. Même moi, je l'ai condamné, le coup d'État. Mais la CEDEAO est allée un peu plus loin. Elle a même décidé d'activer sa force en attente de 20 000 hommes pour intervenir militairement au Niger. 20 000 hommes. La CEDEAO peut mobiliser 20 000 hommes. Mais que faisaient ces 20 000 hommes lorsque le Mali était attaqué en 2013? Que faisaient ces 20 000 hommes quand le Burkina était attaqué? Que faisaient ces 20 000 hommes lorsque Boko Haram enlevait plus de 200 fillettes en 2014 dans le nord du Nigeria? Où étaient-ils, ces 20 000 hommes? La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention au Niger. Un coup de semonce après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses avec les putschistes qui ont renversé le président Bazoum fin juillet. La décision a été annoncée à l'issue du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains ce jeudi à Abuja au Nigeria. Direct the Committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Depuis 1990, la CEDEAO a déjà procédé à plusieurs interventions militaires dans divers pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire ou Mali. Selon l'agence AP, la junte menacerait même de tuer le président Bazoum en cas d'intervention militaire. De leur côté, les États-Unis ont haussé le ton. We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Difficile de dire pour l'heure les conséquences immédiates pour Niamey des déclarations de la CEDEAO. Le régime militaire a en tout cas formé un gouvernement juste avant ce sommet crucial. Tout. Le Burkina, la Guinée, le Mali ont décidé d'intervenir si et seulement si la CEDEAO attaquait le Niger. Donc, si je veux bien réfléchir, la Guinée, le Mali, le Burkina, et après, de l'autre côté, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria. On se donne rendez-vous au Niger, on se bat juste pour installer Mohamed Bazoum au pouvoir. Lui seul. Donc pour lui seul, il faut qu'on tue une centaine, des milliers de personnes. Non, ça là, ce n'est pas africain. Hein. Ce n'est même pas africain. Et le Niger également abrite 1500 soldats français et 1100 soldats américains. Mais les Français vont-ils rester là les bras ballants? Écoutons un peu ce monsieur. Écoutons.
et Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Il faut rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir, tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace, que ce soit des personnes islamiques. Cette menace terroriste, elle est installée déjà là-bas, non, mais on l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime. Mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite, entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, il y a un risque de résurgence de menace islamique. Et dans ce cas, de toute façon, on interviendra. Voilà. La France-Afrique a toujours des personnes qui y sont nostalgiques. C'est pas bien grave. Écoutons ce monsieur qui est un peu lucide. Écoutons. Ils ne peuvent pas intervenir et qui doivent trouver une solution diplomatique et pacifique. D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui s'oppose à un conflit. Même le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Blinken est pour une solution pacifique. C'est un peu le président Ouattara qui est plutôt... qui a déclaré qu'une intervention pouvait être imminente, mais il y a quand même des bémols. Le président de Gambie, quant à lui, le président Touré est pour une médiation, donc il n'y a pas un accord total sur une intervention militaire. Et d'ailleurs, cette intervention militaire pourrait entraîner une cascade d'événements dangereux pour la stabilité du pays. Et il pourrait y avoir même d'autres coups d'État militaires dans d'autres pays africains. Et je pense par exemple au Gabon, ce qui est tout à fait possible avec Omar Bongo. Donc, à mon avis, c'est la peau de chagrin de la diplomatie française. Eh oui. Il y avait un deuxième point que vous vouliez... C'est la peau de chagrin, parce que ce qui est malheureux, c'est que pour l'opération Barkhane, on a quand même fait du bon travail pour contenir un peu les foyers terroristes. Ils ont fait un gros boulot quand même. On a plus de 55 militaires qui sont morts. Et là, la responsabilité n'est pas vraiment du fait des Africains, mais du positionnement du gouvernement français. Vous partagez cette Parce que si vous voulez, c'est de bonne guerre. De toute façon, l'Afrique est convoitée par toutes les grandes puissances, la Chine, les États-Unis et aussi la Russie, et c'est de bonne guerre. Pendant que nous, on livre des armes à l'Ukraine et on dit on est non co-belligérants, il ne faut pas être étonné qu'on ait la monnaie de notre pièce en Afrique. Il y a ce désamour pour la France. Mais la France, depuis plus de 400 ans, exploite l'Afrique. La France est l'un des piliers du commerce triangulaire. C'est la France qui venait prendre nos parents ici pendant l'esclavage. C'est la France. Bon, quand l'esclavage est fini,
ils ont envoyé quelque chose d'autre qu'on appelait la colonisation. Ils nous ont colonisés. Pour vous, les Blancs, la colonisation, c'est rien. Mais chez nous, la colonisation, c'est de prendre nos papas, de prendre nos mamans, de prendre nos soeurs, de prendre nos frères, les envoyer où ils ne connaissent pas, les traiter de façon inhumaine, violer nos mamans, violer nos soeurs. C'est ça qu'on a appelé la colonisation. Quand la colonisation encore est finie, ils ont créé ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et le néocolonialisme, on est dedans, on appelait ça la France-Afrique. Un peu plus sérieux quand même. Le convoi militaire de la force française Barkhane, de nouveau freiné dans sa traversée par un millier de manifestants. Pneus en travers des routes, départ de feu, barrage humain, les militaires français restent bloqués à Terra pendant près de 5 heures. Présentes sur place, les forces de sécurité nigériennes tentent de maintenir les manifestants à distance à coups de gaz lacrymogène. Selon l'armée française, plusieurs camions du convoi auraient été pris pour cible. Des individus auraient même tenté de s'en emparer. Sur les réseaux sociaux, l'armée française est accusée de tirer sur la foule. De fausses informations selon le porte-parole de l'état-major français, joint par téléphone. Il confirme toutefois des tirs de sommation des gendarmes nigériens et des soldats français pour sécuriser le convoi. Depuis son départ de Côte d'Ivoire vers Gao au Mali, le trajet du convoi français est semé d'embûches. Dès son entrée sur le territoire burkinabé, il est ralenti à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, puis à Kaya. Là, des manifestants se mobilisent. Relayés par les réseaux sociaux, ils accusent les forces françaises de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent la région. À Kaya, 4 manifestants ont été blessés. Les circonstances sont toujours indéterminées. Jeudi, le convoi avait finalement pu quitter le pays pour entrer au Niger, avant d'y être à nouveau bloqué ce samedi. Dans ce contexte anti-français, le président nigérien Mohamed Bazoum a exprimé sa reconnaissance envers la France et apporté son soutien à l'armée française. Nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Le convoi a finalement pu quitter Terra à la mi-journée. Il a repris sa progression vers Gao. De nombreuses précautions ont été prises pour sécuriser le convoi jusqu'à son arrivée au Mali, où là aussi, les critiques se multiplient à l'égard de la présence française au Sahel. Est-ce que pour privilégier ses intérêts, pour son influence, est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir une base militaire sur un territoire bien donné? Attends, quand la Chine vient là-haut, la Chine vient avec base militaire. Quand les Turcs viennent où? Est-ce que les Turcs viennent avec base militaire? Mais pourquoi la France doit avoir forcément base militaire pour être à l'aise? Athéa, base militaire là, on dit on ne veut pas. Tu comprends pas? L'Afrique francophone a un sérieux problème avec son colonisateur. Parce que, mine de rien, ce coup d'État là, c'est pratiquement le 5 ou le 6e en Afrique francophone. On a déjà eu la Guinée, ensuite le Mali, encore le Mali, après le Burkina, et encore le Burkina, après le Tchad, et après le Niger. C'est un peu compliqué. Problème réel avec notre ancien colonisateur. Pourquoi? C'est seulement en Afrique de l'Ouest qu'on a tous ces problèmes. Et dès qu'on a un coup d'État, excepté celui à Doubé du Tchad, on veut le départ des Français. Malheureusement, la France, et ça c'est quand même Wagner, la France est en train de quitter l'Afrique. Et c'est aussi l'échec de toute une politique africaine de 30 ans, qu'il va falloir repenser. Donc je pense qu'il y en aura pour une bonne génération pour que la France revienne en Afrique comme elle l'avait été avant sous une autre forme. J'y vois plus un échec de 30 ans de politique française. Oui. Nous suivons toujours l'actualité. On attend de voir la suite. On est là, on regarde. Mais sachez-le, l'Afrique, elle triomphera. Merci, chers abonnés. Au revoir.